Donc nous attaquons la quatrième et dernière session de la journée et nous avons le plaisir d'accueillir Monsieur Gadoum qui va nous parler du PNA pollinisateur et Madame Martin qui nous parlera de l'ambroisie. Donc 2 interventions d'une demi-heure chacune qui seront suivies de la série de questions comme vous en avez l'habitude. Et puis à l'issue de cette session, on vous invite à retourner effectivement voir l'exposition. Vous avez 1h30 environ devant vous pour discuter avec les exposants, discuter avec les écrivains, poser toutes les questions que vous voulez. Donc n'hésitez pas à retourner. C'est juste à côté de la salle café où vous étiez. Est-ce que la régie est prête? Eh bien, Monsieur Gadoum, je vous donne la parole. Merci. Bonjour à tout le monde. Moi, je ne m'entends pas beaucoup. Est-ce que vous m'entendez correctement? Bon, je vais essayer de parler plus fort. Donc, je vais vous parler du projet de plan gouvernemental en faveur des insectes pollinisateurs et de la pollinisation, projet qui est bien avancé, puisqu'en fait, il a été mis à la consultation publique au cours de l'été et qu'il sera rendu officiel une fois que la maquette financière de l'Axe 1, dont je vous parlerai tout à l'heure, sera finalisée et une fois que l'entreprise qui a été chargée de synthétiser toutes les remarques issues de cette consultation publique aura rendu cette synthèse, voilà, pour le timing par rapport à ce plan. Je vais d'abord vous parler une présentation rapide du bilan du plan national d'action France Aire de pollinisateurs pour la préservation des abeilles et des insectes pollinisateurs sauvages, donc qui courait sur 2016-2020. C'est un plan qui a eu des débuts difficiles, puisqu'on n'a pas eu de séminaire technique de lancement. C'était mélangé à lancement d'autres actions au niveau ministériel. Donc voilà, on n'a pas eu le lancement classique qu'on pouvait espérer dans le cadre d'un PNA. On avait aussi à cette époque-là la structuration de l'Office français pour la biodiversité donc, et de ses lignes de crédit. Donc les personnes au sein de la structure ne savaient pas forcément exactement sur quelles prérogatives elles allaient travailler et quel serait leur budget. C'était aussi la période de fusion des régions, donc ce qui ne facilitait pas non plus le travail. Et il n'y avait pas de déclinaison régionale prévue en tant que telle dans le document, dans ce PNA. Donc, ce qui fait que certains acteurs locaux se sont dit, contrairement aux autres PNA, on n'attend pas de nous une déclinaison régionale, donc ils ne sont pas forcément emparés très rapidement de l'outil. Cependant, on a quand même eu de nombreuses démarches d'appropriation de l'outil, avec le soutien technique de la direction aux biodiversité du ministère de la Transition écologique et de l'animation nationale que l'OPI a réalisée. Par conséquent, on a quand même beaucoup d'objectifs du plan qui ont été repris, affichés et intégrés peu ou prou dans plusieurs stratégies régionales de biodiversité, alors que ces éléments-là ne figuraient pas dans les anciennes moutures des stratégies régionales de biodiversité lorsqu'il y avait les 22 anciennes régions. Donc il n'y a pas de déclinaison régionale dans toutes les régions. À l'exception donc de Provence, Alpes-Côte d'Azur, Normandie et puis Bourgogne-Franche-Comté où on n'a pas de déclinaison, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu des actions d'ampleur régionale soutenues ailleurs au niveau régional. Voilà, il y a quand même eu pas mal de choses qui se sont faites. Pour ce qui concerne votre région, à ma connaissance, donc il y a une volonté de la Société d'histoire naturelle d'Autun d'impulser une déclinaison régionale, mais en attente évidemment de savoir ce que le plan gouvernemental pollinisateur va attendre de vous. Donc il y a quand même eu pas mal de choses qui sont passées ici, avec notamment les assises des pollinisateurs en ville à Besançon 2018, et puis du travail aussi sur les abeilles sur le Grand Dijon, et plein d'autres petites actions dont je ne suis pas forcément au courant de tout. Et mon invitation à vous présenter le nouveau plan aujourd'hui entre aussi dans ce cadre-là, puisqu'à l'époque, quand j'étais sollicité, on courait encore dans la durée de vie du PNA. Alors, je ne vais pas vous détailler le bilan du PNA, parce que sinon, on pourrait y passer la fin de la journée et puis toute la matinée de demain. Juste un camembert de synthèse donc par rapport aux actions qui ont été réalisées plus ou moins, avec bien garder à l'esprit que le PNA a été réalisé de façon très ambitieuse. C'est-à-dire qu'on savait dès le départ qu'on n'arriverait pas à réaliser toutes les actions.
mais on voulait que tout ce qui était vraiment indispensable y figure pour que ça ne soit pas relégué ensuite et oublié par les différents acteurs. Quand même un mot sur l'action numéro 13. Donc là, c'est par action. L'action numéro 13 concernait les phytosanitaires, pour ne pas dire pesticides. Donc là, ça s'explique. Le ministère de la Transition écologique n'avait pas la main dessus. C'est le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation, via Ecophyto notamment, qui a la main. On connaît le super succès d'Ecophyto 2. Et puis, il y a aussi, ça dépend aussi fortement de l'Union européenne. Donc là, c'était assez difficile de pouvoir avancer sur ces aspects-là, à notre grand regret. Donc maintenant, je vous parle du projet de plan national en faveur des insectes pollinisateurs et de la pollinisation 2021-2025, donc qui va courir sur 5 ans. Le nom va peut-être changer, puisque comme je vous ai dit, pour l'instant, ce n'est pas encore complètement figé. Le but de ce plan, c'est de rassembler des mesures concrètes dans une approche globale et cohérente afin d'enrayer le déclin des insectes pollinisateurs sauvages, les pertes de colonies d'abeilles mellifères, tout ça dans le but de restaurer les services écologiques rendus par la pollinisation. Je parle d'abeilles mellifères puisque puisque le plan qui va être proposé, en fait, peut être considéré comme un rassemblement des éléments du plan national d'action France Aire de pollinisateurs et du plan de développement durable de l'apiculture de 2013 à 2015, puisque l'abeille domestique est incluse dans ce plan-là. Donc ça, c'est une volonté au niveau ministériel. Ce qu'on pouvait regretter du PNA, c'était l'absence vraiment d'implication du ministère de l'Agriculture. Donc cette fois-ci, il est encore plus impliqué au niveau de la rédaction de ce plan. Donc là, on a le ministère de la Transition écologique, le ministère de l'Agriculture et aussi le ministère de l'Éducation supérieure, de la Recherche et de l'Innovation. Puisque vous verrez, il y a une partie qui arrive ensuite de connaissances scientifiques où on espère pouvoir développer des choses en termes de recherche. Donc les mesures prévues dans le plan sont déclinées en 6 grands axes. Le premier axe, c'est l'amélioration des connaissances scientifiques. Donc les différentes actions de ce volet doivent, autant qu'il est pertinent, permettre de tirer les synergies entre les différents travaux scientifiques de divers acteurs impliqués dans la recherche, que ce soit de la recherche universitaire ou agronomique, donc dans la recherche concernant les pollinisateurs et la pollinisation. Le développement et le renforcement de la connaissance sur l'identification et l'écologie des insectes pollinisateurs sauvages, restant toujours une priorité, comme c'était le cas dans le PNA. Comme par exemple, à titre d'exemple, ce qui a été évoqué au cours de la journée, le SPIPOL, le suivi photographique des insectes pollinisateurs, puisqu'il n'y a pas que les sauvages. Mais aussi, c'est l'occasion par rapport au PNA d'ajouter des choses qui étaient moins développées à l'époque ou en émergence. Donc, par exemple, inclure l'utilisation des nouvelles technologies comme le metabarcoding, qui sont prises en compte, ou les aspects, par exemple, trame noire aussi, puisqu'on sait que pollinisation nocturne est quelque chose d'important. Donc dans cet axe, il y a aussi tout ce qui est production de données relatives aux insectes pollinisateurs qui doit permettre, qui doit être valorisé pour objectiver l'état de conservation de ces insectes. Donc ça passe par l'établissement de listes d'espèces déterminantes de SNIEF, de listes rouges. Donc il y a le lancement de la liste rouge abeille, le travail qui commence doucement là. Le tout, c'est à terme, assez rapidement, de parvenir à pouvoir produire des cartes d'enjeux de conservation à l'échelle nationale. Puisqu'aujourd'hui, entre spécialistes, on sait où se situent certains enjeux, mais on n'est pas capable de produire une carte nationale où se situent les enjeux majeurs en termes de métropole française. Cet axe la recherche doit être aussi un moyen de proposer des stratégies d'adaptation pertinentes et des solutions en faveur des insectes pollinisateurs.
Il est important de caractériser les impacts des changements globaux, parce qu'il y a différents facteurs, donc il faut aussi pouvoir relativiser le poids de chacun des facteurs. De compléter les connaissances sur les comportements et les ressources alimentaires, donc pas loin d'1 millier d'espèces d'abeilles en France. Pour beaucoup d'entre ces espèces encore, on sait très peu de choses sur les plantes qu'elles butinent, celles qu'elles préfèrent, celles dont elles ont besoin, et inversement en termes de relations plantes-insectes. De mieux comprendre les interactions entre espèces, donc que ce soit en termes de butinage, mais aussi de prédateurs, parasites. Pour ceux qui ne savent pas, il y a les abeilles coucou, par exemple, qui parasitent d'autres abeilles, mais il y a aussi d'autres parasites d'insectes pollinisateurs. Tout ce qui concerne les aspects de compétition interspécifique entre pollinisateurs domestiques et sauvages, par exemple. Et puis, donc aussi, il s'agit de mieux comprendre la fonction écologique, de pérenniser, d'avoir des moyens de pérenniser le service écosystémique de pollinisation, d'éviter ou de minimiser les effets des pesticides, et puis d'améliorer la santé de l'abeille mellifère. Donc toutes ces actions nécessitent que la recherche scientifique liée à la connaissance et à la conservation de ces insectes soit soutenue, que ce soit par l'émergence de problématiques qui sont liées dans les appels à projets de recherche concernant la biodiversité, parce que jusqu'à présent, on avait très peu de choses voilà, qui étaient ciblées pollinisation. Ça passe aussi par la pérennisation des actions, des suivis à long terme, des pollinisateurs et la pollinisation, et notamment la pérennisation du GDR Pollineco. GDR, c'est groupement de recherche, donc c'est un outil du CNRS. Donc le GDR Pollineco regroupe quasiment la totalité des labos français qui travaillent sur les pollinisateurs et la pollinisation, plus il y a 2 labos belges, un labo suisse, ce qui fait que donc, on a vraiment la communauté francophone européenne qui travaille en synergie. Donc ça permet notamment par exemple des échanges aussi de doctorants qui vont aller se former sur certaines techniques dans un labo autre que le leur, qui ne disposent pas des moyens techniques voilà, qui peuvent être intéressants à utiliser dans le cadre d'une thèse. Et donc des collaborations aussi à encourager, plus étroites et plus régulières, entre la recherche et les aires protégées et d'autres secteurs d'activité autour de la conservation des insectes pollinisateurs. L'axe 2 donc concerne les leviers économiques et d'accompagnement des agriculteurs, des apiculteurs et des forestiers. Donc on a 5 actions dans cet axe-là. Une première action qui concerne... les 5 actions ont été identifiées pour permettre donc, à ces différents acteurs d'agir en faveur des pollinisateurs. Le développement d'élevage en sélection apicole devrait favoriser la production d'abeilles locales adaptées à leur biotope. Là, je ne vous cache pas qu'au niveau de l'OPI, notre association naturaliste, on n'a pas forcément les mêmes visions que le monde apicole sur la sélection et ce qu'on appelle l'abeille locale. Donc il y a notamment une action aussi qui concerne soutien à la commercialisation des miels, notamment pour les petits et les micro-producteurs, dans le but d'améliorer la viabilité des exploitations apicoles et de garantir l'existence d'un cheptel apicole important sur le territoire national, puisque même si les meilleurs rendements sont obtenus par les insectes pollinisateurs sauvages en culture, c'est la synergie abeilles domestiques et pollinisateurs sauvages qui permet les meilleurs rendements. Donc il y a un intérêt économique et social voilà, évident qu'il faut aussi prendre en compte. Donc il s'agit aussi de tirer parti de la nouvelle politique agricole commune, même si on peut mettre, même si effectivement il y a des bémols par rapport à ce qui va être possible. Donc on a un verdissement qui certes est patent, mais qui sera-t-il à la hauteur des attentes? Je vous laisse répondre vous-même. Et donc là, il s'agit par la PAC de valoriser, de favoriser tout ce qui peut permettre d'aller vers l'agroforesterie, les itinéraires techniques qui conviennent bien pour donc la conservation de ces insectes et du service de pollinisation dans les espaces agricoles. Toujours dans l'axe 2, donc une action concerne les signes et démarches de qualité dans les secteurs agricoles et tout ce qui est certification environnementale.
puisque par exemple vous êtes dans une région où dans certains secteurs de votre région, on a des productions bovines pour du lait, pour du fromage. Pour autant, est-ce que les prairies de ces fromages AOP ou AOC, avec des certifications diverses, est-ce que ces prairies sont vraiment très favorables du point de vue environnemental et aux pollinisateurs sauvages? En général, malheureusement, non. Donc là, il y a des marges de progrès certaines. Et enfin, il s'agit d'intégrer, concernant les pratiques de gestion forestière, et de généraliser donc les pratiques qui sont favorables aux pollinisateurs. L'axe 3 concerne l'accompagnement des autres secteurs d'activité. L'autre secteur d'activité, c'est tout ce qui est aménagement et gestion d'espaces urbains, infrastructures linéaires, sites industriels, autres terrains et aires protégées. Donc pour ce qui est de l'aménagement et de la gestion de l'espace urbain, il s'agit de prendre en compte les pollinisateurs et le service dans l'ensemble des aménagements et de la gestion, dans le cadre des politiques publiques d'aménagement durable, donc là avec des incitations qui émaneront du haut vers les services concernés et amenés à diffuser évidemment jusqu'au niveau communal. Concernant les infrastructures linéaires, donc ça concerne les réseaux routiers, ferroviaires, mais aussi tout ce qui est transport d'énergie, que ce soit gaz ou électricité. Donc les dépendances, elles peuvent être conçues et gérées de façon intéressante pour les pollinisateurs. Donc là, on dispose de quelques outils comme l'ouvrage qui est illustré ici, avec des choses qui méritent d'être réalisées à plus grande échelle. Donc je cite RTE parce qu'ils peuvent faire des choses très intéressantes, mais c'est souvent très, très limité. Les sites industriels, voilà un exemple de site industriel. Donc sur certains sites industriels, il y a des choses qui peuvent être faites, même si c'est des espaces qui peuvent être intéressants uniquement temporairement pour les insectes pollinisateurs, mais tout ce qui est bon à prendre doit être pris. On a tout ce qui est autre espace vert en dehors de l'enveloppe urbaine, donc là par exemple une zone d'activité économique, mais ça peut être aussi des terrains militaires, des aéroports, des friches diverses, tout ce qui est monuments historiques et jardins historiques ou conservatoires, où voilà, il y a des potentialités à développer. Bien souvent c'est un manque de formation des gestionnaires pour pouvoir avancer. Et évidemment, les aires protégées ou gérées pour la biodiversité. Donc ça semble peut-être une litote, mais pour certaines d'entre elles, le prisme pollinisateur et pollinisation est encore un peu vague. Donc là, il s'agit de vraiment bien intégrer ces aspects-là dans les plans de gestion et pas simplement orienter uniquement papillons, même si c'est déjà bien que les papillons soient pris en compte. Donc, voilà, donc tous ces acteurs concernés par ces actions doivent être bien sûr accompagnés par des formations. Là, il y a encore un gros travail à faire, aussi bien initial que continu. Il y a il y a donc aussi des réalisations de guides techniques. Donc certains existent déjà, d'autres sont à produire. Développer les interactions et le travail en réseau pour permettre des échanges et avancer. L'axe 4 concerne la préservation du bon état de santé des abeilles. Donc là, je l'évoque très rapidement, puisqu'à l'exception d'évaluer les possibilités d'étendre les dispositifs de surveillance en toxicologie aux autres pollinisateurs, cet axe concerne uniquement l'abeille mellifère et l'apiculture. L'axe 5, c'est sur la réglementation pour la protection des pollinisateurs lors de l'application des produits phytopharmaceutiques. Donc deux actions sur cet axe. La révision de l'arrêté ministériel du 28 novembre 2003 qui fixe les conditions d'utilisation des insecticides et acaricides à usage agricole en vue de protéger les abeilles et autres insectes pollinisateurs, en particulier en période de floraison. Il y a eu la consultation publique cet été. Voilà, en tant que naturaliste, on pense qu'il y a encore de grosses marges de progrès aussi à faire sur cet aspect-là. Et puis, il y a tout ce qui est la prise en compte dans les dispositifs d'évaluation européens nationaux, où là, ça doit être une action aussi au niveau gouvernemental, notamment au niveau européen, pour imposer des normes, puisque pas forcément par le niveau européen, qui puissent ensuite être déclinées au niveau national. L'axe 6, le partage des bonnes pratiques agricoles.
Donc il y a de nombreux agriculteurs qui appliquent d'ores et déjà des pratiques favorables aux insectes pollinisateurs, mais pour que ce soit efficace, il faudrait que ça diffuse, donc porté par un bien plus grand nombre d'agriculteurs sur les territoires. Donc là, il s'agit de définir et de mettre en place une organisation collégiale qui permettra de recenser et de faire partager afin de les multiplier ces pratiques agricoles qui intègrent les enjeux de préservation et de valorisation des pollinisateurs et de la pollinisation. Les organisations agricoles sont appelées à prendre en charge cette démarche, car en la matière, ce sont elles qui ont les leviers pour agir efficacement, en visant une extension de ces bonnes pratiques la plus large possible. La gouvernance du plan national, donc un comité sera réuni au niveau national par le ministère de la Transition écologique et le ministère de l'Agriculture, qui arrêteront sa composition. Pour l'instant, donc, elle n'est pas encore définitivement fixée. Ça comprendra des représentants des administrations de l'État concernés au niveau central et déconcentré, des établissements publics de l'État, des élus, l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture, des instituts scientifiques et techniques, des organismes, des syndicats agricoles et apicoles, des organisations de producteurs, des organisations de défense de l'environnement et des consommateurs. Et donc le but, c'est de veiller à la bonne mise en œuvre du plan national, et ce comité sera sollicité sur les questions relatives à l'organisation du plan et à son application concrète sur les territoires. Chaque axe du plan fera l'objet d'un pilotage en lien avec les principaux acteurs concernés par la mise en œuvre des actions qui sont prévues. Donc les pilotes auront en charge l'animation et le suivi de chacun des axes du plan. Donc ces pilotes sont en fait les services du ministère de la Transition écologique et du ministère de l'Agriculture, sauf pour l'axe 6 où c'est une organisation agricole donc qui s'en chargera. Les pilotes, donc ces services ministériels, pourront être accompagnés par des animateurs qui sont des partenaires techniques impliqués dans les sujets abordés. C'est le cas par exemple de l'OPI qui sera animateur avec le ministère sur l'axe 1. C'est bon. Et oui, pardon. Dans le cadre de l'axe 1, il y aura aussi un conseil scientifique qui sera créé afin de donner des avis et des conseils sur la mise en œuvre des études qu'il comprend et évaluer la performance. Parce qu'en termes de recherche, les moyens sont financés, on peut partir sur beaucoup de choses, mais donc il y aura certainement des choix à faire. Et les actions du plan feront l'objet d'un pilotage par une ou plusieurs organisations avec les partenaires principaux qui disposent des leviers d'action pour leur application effective. Voilà, merci de votre attention. Bien, merci Monsieur Gadoum pour cette présentation très claire. Je voudrais juste vous remercier. Donc vous avez essuyé les plâtres puisque je vais certainement être amené à représenter ce plan, mais comme il n'est pas encore figé dans le marbre, etc. Donc du coup, ça a été préparé un peu rapidement. Voilà, donc j'espère que j'étais quand même assez clair et que c'était pas trop pénible de me voir surtout lire et pas tant présenter comme je fais d'habitude. Toujours est-il que vos diapos sont très clairs puisque vous affichez effectivement les objectifs et vous avez su les illustrer par vos propos, donc merci. Et j'imagine qu'il y aura de nombreuses questions juste après l'intervention de Madame Martin sur le sujet de l'ambroisie. Bonjour à tous. Donc j'espère que vous m'entendez bien. C'est vrai qu'on n'a pas un bon retour, mais Alexandra Martin, moi je vais vous parler d'ambroisie. Donc peut-être que vous connaissez, peut-être pas. Donc tout d'abord un petit mot sur Fredon. Donc Fredon France, c'est le premier réseau d'experts au service de la santé du végétal, au service de la santé de l'environnement et au service de la santé des hommes. Donc bien veiller sur le monde végétal pour notre santé et un environnement bien portant, c'est notre raison d'être et c'est surtout nos missions, puisque donc à travers la santé du végétal, on a pour mission en tant qu'organisme à vocation sanitaire de aider les agriculteurs et les autres organismes à lutter contre les espèces qui peuvent être nuisibles. La santé de l'environnement en accompagnant et les collectivités et les particuliers et les entreprises dans leur gestion alternative des espaces verts. Et enfin, la santé des hommes, et c'est essentiellement pour ça que je suis là aujourd'hui, c'est accompagner la dynamique territoriale dans la prise en compte de gestion de certaines espèces nuisibles à la santé, dont l'ambroisie. Donc pour ça, Fredon France pilote des observatoires, donc l'Observatoire des espèces à enjeu pour la santé humaine et
en dessous, on peut voir l'Observatoire des Ambroisies. Donc l'Observatoire des Ambroisies, il a été créé en 2011 par les ministères chargés de la santé, chargés de l'agriculture et d'écologie, et l'INRA de Dijon. Et Fredon France a repris le pilotage en 2017. Donc c'est un centre de ressources nationales sur les espèces qui sont inscrites au Code de la santé. Donc pour revenir sur une définition rapide de ce qu'est une espèce exotique envahissante, donc c'est une espèce non indigène qui est présente en dehors de son aire de répartition naturelle et qui dispose de fortes capacités de croissance, de multiplication et de dispersion, qui prolifèrent donc ponctuellement ou durablement dans un milieu aux dépens des autres espèces. Pourquoi je vous parle d'espèces exotiques envahissantes? Tout simplement parce que l'ambroisie est une espèce exotique envahissante. Donc en France, on en a 4, dont 3 qui sont classés au titre de la santé humaine. L'ambroisie trifide, l'ambroisie aepilis et l'ambroisie à feuilles d'armoise, c'est celle que je vais plus détailler puisque c'est celle qui est la plus répandue sur notre territoire. Donc comment identifier cette petite plante? Petit cours de botanique. Alors, c'est une espèce annuelle, de son petit nom Ambrosia artemisifolia. Donc au stade plantule, on la reconnaît parce qu'elle est toute petite, elle a 2 lobes, puis ces petites feuilles vraiment lobées. Au stade florable, elle peut atteindre jusqu'à 2 mètres. On la reconnaît essentiellement par ses feuilles, donc profondément découpées, qui sont vertes de chaque côté. C'est très important parce qu'on peut la confondre avec l'armoise commune qui, elle, a les mêmes feuilles, mais qui a la face inférieure, si je ne dis pas de bêtises, blanche. Donc l'ambroisie n'a pas d'odeur et ses feuilles sont opposées à la base. Sa tige, elle est velue, elle devient de plus en plus rouge en fonction de son développement. Donc la tige est surtout violette au moment de juillet. Sa fleur se fait en épi. Donc on retrouve les fleurs mâles jaune-vertes au-dessus, puis les feuilles femelles, pareil, les fleurs femelles jaune-vertes en dessous. Donc il y a rarement des plantes 100% mâles ou 100% femelles, ce sont souvent les deux en même temps. Hop. Sa graine toute petite, de 2 à 3 mm, mais de taille variable, donc couverte de petites épines qu'on peut voir en couronne juste au-dessus. Elles peuvent vivre plusieurs dizaines d'années dans le sol. Et en moyenne, un plant, c'est 3000 semences. Donc elle a aussi un système racinaire pivot, ça peut aider à la reconnaître aussi. Son cycle de développement, la levée se fait entre avril et mai, puis une croissance jusqu'à juin-juillet. Au mois d'août, la floraison commence, puis la pollinisation, donc tout le courant septembre. Et au moment de septembre-novembre, on a la grenaison. En fin d'été, donc de août à octobre, le pollen d'ambroisie, c'est le principal allergène présent dans l'atmosphère. On la retrouve sur des zones surtout mises à nu, souvent perturbées par des activités humaines. Donc les bords de route, les cultures, les terrains en friche, mais aussi les bords de cours d'eau, donc aussi en milieu naturel. Et les vecteurs de dispersion sont essentiellement les camions, les tracteurs, les moissonneuses, donc tout ce qui est engin, l'eau ruisselante, les sacs de semences contaminées et également les graines pour oiseaux. Donc on est en train de faire une enquête, n'hésitez pas, j'en profite de faire un petit peu de pub parce que c'est un gros problème et donc on essaye d'identifier à quel point c'est un problème. Ça peut être aussi l'écran de chaussures, les bottes, le compost, on les retrouve partout. Donc l'historique de l'invasion, comme vous pouvez le voir ici, elle a été introduite dans les années 1990 en Auvergne-Rhône-Alpes et essentiellement après pendant les guerres mondiales par les soldats américains en fait, qui venaient avec leurs chevaux et avec leur fourrage, puisque c'est une plante qui est originaire d'Amérique du Nord. Et petit à petit, elle s'est bien plu sur nos territoires et elle se développe. Et donc, vous voyez ici la dernière carte de son expansion en 2020. Donc, pourquoi c'est un problème? Tout simplement, d'abord parce que c'est un problème sanitaire. Et c'est une vraie photo.
je vais voir réagir effectivement. Le pollen de l'ambroisie provoque des symptômes allergiques sévères, la rhinite, la conjonctivite, jusqu'à l'asthme, l'urticaire et l'eczéma. En nombre de personnes, lors du dernier rapport d'expertise de l'ANSES en 2020, c'est entre 1 et 3,5 millions de personnes qui pourraient être allergiques à l'ambroisie, au pollen d'ambroisie, ce qui correspond à un coût entre 59 et 186 millions d'euros. Donc c'est un gros problème, mais c'est également un problème agricole, puisqu'on les retrouve dans les parcelles de tournesol et de maïs notamment. Donc ça a un coût de gestion supplémentaire, une perte de rendement, des déclassements des lots si jamais il y a des graines d'ambroisie qui se retrouvent mélangées, donc des pénalités, des apparitions de résistance aux herbicides aussi. Par exemple, sur tournesol, 10 ambroisies au mètre carré peuvent entraîner jusqu'à 3 quintaux par hectare de perte de rendement, donc ce qui est énorme pour un agriculteur. Et c'est également une problématique sociétale, puisque l'envahissement de différents milieux veut dire conflit entre des différents acteurs, qui gère l'ambroisie, qui doit le faire, donc des conflits de voisinage. Donc c'est vraiment une nécessité de coordination des actions. Donc comment on fait pour la gérer ? D'abord, c'est une gestion préventive avant tout. Donc anticiper, c'est se préparer pour agir le plus tôt possible. Donc prévoir les risques lors des chantiers en contrôlant les terres végétales, en évitant la dissémination, en nettoyant les engins de chantier aussi. C'est surveiller et signaler au plus tôt. Donc on invite, grâce à la plateforme de signalement ambroisie, tout le monde, donc même vous, vous pouvez le faire, à signaler la présence d'ambroisie. Et on a un réseau de coordinateurs et d'acteurs sur le terrain qui vont vérifier le signalement et ensuite le gérer. Donc tout simplement arracher les plants d'ambroisie. Et comme c'est une plante qui pousse en premier, la végétalisation des talus et des délaissés à l'automne pour éviter les sols nus et éviter qu'elle pousse. Petit point sécurité, donc je vous l'ai dit, l'ambroisie, elle a un pollen très allergisant, donc quand on intervient avec des équipements de protection individuelle, donc gants, masques, vêtements, tout ce qu'il faut. Quand la gestion préventive n'a pas pu être faite parfaitement, on a la gestion curative, donc différents moyens, le désherbage mécanique, désherbage chimique, la fauche, l'arrachage manuel, mais aussi la lutte biologique, donc avec de l'éco-pâturage ou ce petit insecte qu'on voit en haut à droite, et c'est de celui-là que je vais vous parler maintenant. Donc ce petit insecte, c'est Ophrayla communa, une chrysomèle originaire d'Amérique du Nord, elle aussi, qu'on reconnaît par ces bandes noires au niveau des élytres. On a mis en place des fiches de reconnaissance et on peut la reconnaître. Voilà, les petits œufs qui se trouvent sur la surface des feuilles, sa larve qui est noire et donc l'adulte qui est vraiment reconnaissable assez strict. Son cycle de vie, très corrélé donc à l'ambroisie. Donc, pendues en groupe à la surface des feuilles, les larves ensuite s'alimentent des parties tendres des feuilles. Avant la nymphose, elles tissent un cocon et ensuite elles passent l'hiver au stade adulte dans la litière pour recommencer. On peut avoir jusqu'à 4 générations par an de cette petite bête. Qu'est-ce qu'elle fait sur l'ambroisie ? Donc, elle est vraiment inféodée à la tribu des Aliantae et particulièrement vraiment à l'espèce Ambrosia artemisifolia, donc l'ambroisie à feuilles d'armoise. Elle provoque des défoliations pouvant entraîner la mort des plantes, des réductions de la floraison et donc par conséquent une réduction de concentration de pollen dans l'air. Donc, des études de surveillance de pollen dans la région de Milan avaient révélé que la concentration de pollen d'ambroisie dans l'air avait chuté d'environ 80% depuis l'arrivée d'Ophrayla communa sur le territoire. Donc, ces premiers signalements d'Ophrayla communa, ils ont été réalisés en Italie et en Suisse en 2013 et également ensuite en 2017 dans le nord-est de l'Italie, en Slovénie et en Croatie. Donc, on voit qu'elle se répand. On a des études qui sont faites sur son expansion et sur sa capacité à
se répartir sur toute l'Europe. Donc notamment une saisine et un rapport de l'ANSES ont pu vérifier s'il y avait une entrée probable en France d'Ofraella Comuna. Donc effectivement, c'est une entrée probable avec une probabilité élevée d'établissement, de dissémination à une vitesse élevée. Et l'éradication ne serait éventuellement pas nécessaire parce que l'impact sur les rendements en tournesol ou en topinambour serait minimal. Mais, comme je le disais, c'est des hypothèses, des vérifications sont à faire. Donc, en 2020, une publication de la nouvelle étude de chercheurs européens a été faite avec une estimation du nombre de malades en Europe cette fois-ci, donc 13,5 millions de personnes, engendrant un coût économique de 7,4 milliards d'euros. Et ils estiment que si Ofraella Comuna occupait effectivement son aire de répartition, cela pourrait réduire annuellement le nombre d'allergiques de 2,3 millions et le coût de 1,1 milliard d'euros par an. Donc, mieux la connaître, c'est tester les spécificités d'hôtes sur un plus large panel d'espèces parce qu'on pourrait elle pourrait in fine, selon des études en Suisse, avoir une adaptation à d'autres espèces, avoir un risque de sélection du génotype de plantes tolérantes et une réponse adaptative au changement climatique. Donc voilà, vous pouvez retrouver tout un joli reportage sur YouTube sur cette chrysomèle. Et voilà, je vous remercie. Bien, merci Madame Martin. Je vous propose de passer à une série de questions, si vous le souhaitez, tant pour Monsieur Gadoum que pour Madame Martin. On va laisser partir les étudiants, les remercier de leur présence. Ouais, ça fait un vide dans les rangs d'un seul coup, hein, effectivement. Alors, c'est une question concernant le futur PNA pollinisateur. Alors peut-être que ça ressortira de la consultation publique, mais moi je suis très perplexe sur cette nouvelle association Apis mellifera, donc abeilles à miel et pollinisateurs sauvages, quand les dernières études prouvent qu'un des problèmes des pollinisateurs sauvages, c'est notre abeille à miel. Donc protéger les deux en même temps, dans le même plan d'action, ça me semble très bizarre et j'ai du mal à voir comment vont ressortir nos espèces. Est-ce que nos pollinisateurs sauvages et la biodiversité sauvage ne va pas disparaître derrière cette abeille à miel? Donc voilà, je suis un peu perplexe. Je dirais, je vais faire une réponse insatisfaisante, mais ce sera ma réponse. En tant que salarié d'une association qui aide le ministère de la Transition écologique à faire avancer la problématique, je dirais que normalement, avec ce plan-là, ce sera mieux qu'avec le précédent. Ça ne veut pas dire que ça va être la panacée. Malheureusement, il n'y aura pas assez de financement. En tant que naturaliste, oui, il y a des choses sur lesquelles aussi je reste sur ma faim. Voilà, mais c'est mieux que rien. Et après, c'est à chacun sur les territoires de pousser dans le bon sens pour qu'il y ait des choses qui se fassent. Avec le premier PNA, on partait, il y avait très peu de financement en termes d'animation. Il n'y avait aucun financement quasiment de prévu pour des actions au niveau national. Donc il y a quand même plein de choses qui sont faites dans les régions parce que les acteurs sont appuyés qui sur son département, qui sur la région, sur des programmes qui étaient financés ou d'autres sources de financement. Et il y a quand même plein de choses qui sont mises en place. Donc c'est sûr que c'est jamais agréable de devoir aller chercher les financements quand on est sur des problématiques où on pense que normalement on devrait pouvoir aussi
avoir du soutien financier à la hauteur des enjeux. Donc ça, malheureusement, voilà, j'ai pas de meilleure réponse à vous proposer. Ceci dit, c'est quand même pertinent de lier les deux. Alors après, que ce soit dans un même plan, ça peut se discuter, mais on sait bien que l'entrée principale pour le grand public sur les pollinisateurs, c'est l'abeille domestique. Quand on dit abeille, les gens pensent abeille domestique. Donc ça, on n'y peut rien. Donc autant utiliser cette entrée-là pour élargir notre discours. Et on sait aussi que tout ce qui est favorable à l'abeille domestique ne l'est pas forcément pour les pollinisateurs sauvages, alors que quand on fait des choses favorables à l'ensemble des pollinisateurs sauvages, c'est favorable à l'abeille domestique. Donc ça permet aussi, dans notre discours, de bien faire comprendre ça, parce que beaucoup de gens qui ne sont pas naturalistes ont du mal à... Enfin, pour eux, ce n'est pas intuitif. Bonjour. Je rebondis du coup juste sur ça. Effectivement, après la question, c'est justement, nous, en tant qu'association, est-ce qu'on n'a pas à casser justement cette entrée abeilles domestiques pour sensibiliser aux abeilles, voilà, aux pollinisateurs. Du coup, c'est vrai que, bon, après, on ne va pas refaire effectivement ce qui est prévu dans le PNA, mais je pense qu'au contraire, il y a un enjeu justement à ne pas rentrer par cette porte-là et à rentrer directement par l'entrée abeilles sauvages et pollinisateurs sauvages que par l'abeille domestique. Ça, je dirais, c'est au choix de chacun. Dans certaines régions, il y a des associations qui rentrent par l'abeille domestique, qui élargissent le discours, et d'autres qui entrent directement par l'entrée pollinisateur sauvage. Je dirais après, c'est en fonction des compétences de chaque structure disponible et puis de ce qu'elle a l'habitude de faire aussi. Il y a des structures associatives qui sont lancées dans le PNA pour décliner certaines actions, mais qui travaillaient auparavant uniquement sur l'abeille domestique. Donc du coup, là, ça ouvre. Donc tant mieux, on ne va pas leur dire « bah non, on ne veut pas travailler avec vous parce que vous travaillez à l'origine sur l'abeille domestique », ce serait contre-productif. Merci. Je suis de la ville de Dijon, du coup j'avais une question pour chacun des deux. Du coup Serge, moi la question que je me posais, c'est quand tu as parlé de la synergie abeilles domestiques et abeilles sauvages qui permettait du coup de favoriser vraiment la pollinisation végétale. Et c'est vrai que nous on est plutôt en train de dire faut pas mettre des ruches partout en ville, faisons attention, nanana. Donc, du coup, quels sont les arguments ou qu'est-ce qu'on peut avoir comme document pour... Donc, j'ai bien dit que c'était la synergie des deux sur culture. Ouais. Parce que sur les plantes sauvages, il n'y a pas de travaux qui ont été faits pour voir si c'était démontré ou pas, enfin, si c'était le même cas. Donc ça, c'est une chose. Oui. Ensuite, en tout cas, le discours qu'on avait dans le cadre du PNA et nous à l'OPI, et de plus en plus aussi de certains apiculteurs, c'est dire que ce n'est pas en installant des ruches qu'on va sauver l'abeille domestique ou qu'on va aider les pollinisateurs, sauvages ou domestiques. C'est en proposant de la ressource florale. Parce qu'on arrive dans le cas que dans certaines grandes agglomérations, les apiculteurs eux-mêmes se rendent compte qu'ils se font concurrence entre leurs ruchers. Donc si en plus il y a concurrence entre abeilles domestiques, du coup il est difficile pour eux de dire qu'il n'y a jamais de concurrence entre abeilles domestiques et pollinisateurs sauvages. Parce que sinon, bon, voilà. Donc le message, c'est clairement, ça ne sert à rien d'installer des ruches. Ce qu'il faut, c'est recréer de la ressource florale. Après, ponctuellement, l'installation d'une ruche, ça peut être intéressant d'un point de vue pédagogique, comme un hôtel à abeilles. Ce n'est pas ça qui va sauver les abeilles, mais c'est un super outil pédagogique. Donc ça peut se concevoir, mais installer à tout crin des ruches, ça n'a aucun intérêt, en tout cas du point de vue de la biodiversité. Ok, merci. Et du coup, je peux poser ma deuxième question ou pas? Pardon. C'était par rapport globalement sur tout ce qui était étude des pollens par rapport à ce qui est allergène. Il y a des sociétés du coup qui proposent des espaces, en espace vert où on crée des, alors je sais plus comment ça s'appelle, pollinarium. Je sais plus le terme pour tester en fait, suivre l'état de la végétation et à quel moment en fait ça passe en stade pollen et du coup prévenir les risques d'allergènes pour la population. Et du coup, qu'est-ce que vous en pensez sur ce type de projet? Est-ce qu'il y a des avis au niveau de la Fredon J'avoue que je ne sais pas trop, je n'ai pas eu l'occasion de rencontrer, mais nous, par exemple, on travaille avec le RNSA,
donc le réseau national de surveillance aérobiologique, qui fait des bulletins d'allergologie pour prévenir la présence de pollen d'ambroisie à tel moment. Il prévoit les moments où il y aura le plus d'ambroisie, de pollen d'ambroisie dans l'air, et pour prévenir justement les personnes. Donc j'imagine que c'est sur le même modèle de savoir quand le pollen sera dans l'air. Nous, c'est vrai qu'on travaille sur l'ambroisie parce que c'est une plante qui est dans le code de la santé. Après, c'est vrai qu'il y a plein d'autres espèces qui ont un pollen qui est allergisant. Mais celui-ci, il est extrêmement allergisant dans le sens où on devient allergique. En fait, plus on est exposé au pollen d'ambroisie et plus on va être allergique à ce pollen. Donc, c'est aussi pour ça qu'il est classé au titre de la santé. Je suis également assez perplexe par rapport aux plants pollinisateurs, notamment sur l'aspect abeilles sauvages, abeilles domestiques, pardon, abeilles mellifères. Est-ce que les apiculteurs sont prêts à revenir en arrière par rapport à la sélection apicole, la santé de l'abeille, à revenir en arrière de la bugfast, hein? Dérive oui, alors, observées partout en France. Alors, puis, quand je parle d'apiculture, je parle toujours d'apiculture au pluriel. Parce qu'on a clairement aujourd'hui, ça fait quelques années et c'est toujours pas décidé, c'est pour ça que j'ai fait quelques petites remarques lors de la présentation. C'est en gros, on a deux visions de l'apiculture qui s'opposent. Une vision, pour moi, semi-industrielle. C'est-à-dire on fait du miel comme on fait n'importe quelle autre production, et une vision d'apiculture respectueuse de l'environnement, donc de bons pères de famille, qui peut être une apiculture de professionnels. Mais c'est clair qu'entre une apiculture où l'apiculteur a 2000 ruches, et il ne va pas voir chaque ruche tous les jours, et un apiculteur qui va avoir, pour que ça reste encore dans des normes, même s'il a 150 ruches ou 200, voilà, dès qu'il y a un problème avec un champignon ou je ne sais quoi, un pathogène, c'est plus facile d'en s'apercevoir quand on a un petit cheptel que quand on a un cheptel énorme. Donc c'est comme avec l'agriculture ou l'élevage. Quand vous avez 2000 bovins, c'est pas la même chose que si vous avez simplement un troupeau de 200 têtes. Ça n'a rien à voir. Donc du coup, il y a une lutte entre deux tendances, d'une apiculture, moi j'appelle la semi-industrielle et financiarisée, parce que c'est simplement l'aspect pécunier qui prime, et une apiculture plus respectueuse de l'environnement. Donc ça, on a donc des conservatoires de l'abeille noire. Donc on a des régions dans lesquelles il y a de la résistance qui s'est mise en place. Après, avec aussi des travers, le conservatoire d'abeille noire de Provence, pour moi, il est un peu phagocyté par un ancien d'industrie du luxe. Quand on voit qu'il parle de sélection de l'abeille noire, c'est complètement aberrant de vouloir sélectionner une espèce, en tout cas une sous-espèce dont on prétend sauvegarder l'aspect sauvage. Dans ce cas-là, on ne s'amuse pas à toucher à la génétique. Donc il y a aussi des dérives possibles, mais toujours pour des histoires de financiarisation, de finance, puisqu'il s'agit de pouvoir vendre des produits qui seront utilisés par l'industrie du luxe, et donc avec une marge bien plus importante que d'habitude. Vous le connaissez, le problème du petit apiculteur, c'est qu'il ne peut plus trouver autre chose que de la bugfast, qu'il veut avoir 5 ruches, 10 ruches, ou bien 3 ruches. Il se tourne vers le professionnel qui lui cède de la bugfast, et il n'en sait rien. Il n'est pas au courant, il n'est pas averti au départ. Et actuellement, on a de la bugfast partout, c'est la vague, c'est le raz-de-marée qui nous submerge. Je dirais que c'est aussi... Moi je suis dans le massif du Jura, où le département du Doubs, c'est le département, je crois, en France où il y a la plus forte pollution par la bugfast en France. Donc, c'est pas forcément évident de sortir de ça, mais en même temps, aujourd'hui, il y a une revue dont j'oublie le nom qui propose une vision différente de l'apiculture qui existe. Il y a des conservatoires de l'abeille noire, donc après, c'est aussi aux personnes de s'organiser en réseau.
Alors je ne dis pas évidemment si vous êtes dans une région où votre abeille elle est introgressée à 99%, c'est très difficile. Mais bon, ceci dit, il y a moyen de... Enfin, c'est en enfonçant en mettant des pieds dans la porte qu'on arrive ensuite à rentrer dans la pièce. Ça prend plus ou moins de temps, mais voilà. Donc là, il n'y a pas de solution miracle. Il faut relever ses manches et s'organiser. Alors d'abord, merci pour vos présentations, notamment sur les abeilles. Moi, je vais plutôt parler de l'ambroisie. Alors, je ne partage pas tout à fait votre point de vue sur l'ambroisie. Tout simplement que l'ambroisie est le résultat aujourd'hui d'un sinistre agricole et d'une perturbation qui est humaine. Et si on a de l'ambroisie partout, avant tout, si on veut résoudre le problème d'ambroisie, je pense, c'est d'abord qu'il faut résoudre pourquoi elle est apparue et où est-ce qu'elle apparaît. Elle apparaît pas n'importe où, vous l'avez montré. Elle apparaît sur les talus, donc sur des zones en érosion, sur les bords des rivières, sur des zones en érosion, et au milieu des champs de maïs et de tournesol, qui sont quand même connus pour être des zones d'érosion assez massives, notamment par le travail du sol. Bon, sur les caractères bioindicateurs que nous utilisons, l'ambroisie, c'est quand il n'y a plus de sol, quand il n'y a plus rien. C'est la dernière plante. Notamment, c'est pour ça qu'elle était devenue célèbre aux États-Unis pour la lutte finalement contre les bisons. Parce que ça tue également les bisons, qui se trouvent à une époque qui avait un peu dévasté l'Amérique du Nord. Donc cette ambroisie qui pousse sur des sols totalement détruits, finalement, plutôt que mettre des produits et de travailler le sol, ne vaudrait-il pas mieux essayer d'améliorer la qualité des sols pour lutter contre celle-ci? Alors oui, tout à fait. On ne préconise pas du tout l'utilisation de produits, hein. Bien au contraire. On préconise la prévention, donc éviter justement d'avoir les sols à nu. Donc c'est pour ça que je parlais des couverts végétaux, des faux semis, des techniques de faux semis. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'un plant d'ambroisie, donc comme je disais, c'est 3000 graines. Et donc, s'il y a déjà eu un plant d'ambroisie qui s'est développé, potentiellement, il y a un stock de graines dans le sol. Et donc, les agriculteurs, il faut quand même qu'ils puissent continuer leur activité. Donc, on les accompagne dans des bonnes pratiques pour réduire ce stock semencier et intervenir avant que l'ambroisie ne se mette à pousser. Donc oui, l'idée, c'est de faire des campagnes d'arrachage manuelles plutôt que des campagnes... je ne suis pas sûre de répondre à votre question, mais je ne sais même pas si... Je pense que vous n'y arriverez pas comme ça, tout simplement parce que, en mettant une graine d'ambroisie dans le sol, qu'elle va lever tout. Si vous mettez dans une graine d'ambroisie dans une tourbière, il faut toujours essayer... Oui. Il y a des conditions pour que la graine... Ça ne marche pas. L'ambroisie n'est pas une graine qui a été sélectionnée comme toutes nos semences. Oui. Il y a besoin de conditions pour que la graine puisse germer. Et donc, forcément, le stock de graines, vous n'allez jamais pouvoir lutter, surtout qu'elle est là depuis des siècles. Donc, même bien avant que les Américains, il y avait des descriptions d'ambroisie qui existaient en Europe. Donc, ça fait très, très, très longtemps qu'elle est présente. Oui, effectivement. Et donc, les graines sont partout. Je suis d'accord. Là, l'idée, c'est dans les endroits où elle est déjà présente, donc en Auvergne-Rhône-Alpes notamment, c'est de limiter son expansion et faire en sorte qu'elle ne s'épande pas dans les fronts de colonisation et dans les autres régions, parce que ça reste, même si effectivement, la plante, il faut des conditions et que c'est l'activité humaine qui favorise aussi sa pousse. Il ne faudrait pas qu'elle se répande et que ça reste un problème sanitaire, donc qu'il y ait de plus en plus de personnes qui soient allergiques et atteintes. C'est aussi une problématique de santé. Donc nous, on essaye de réduire son expansion. Notre but, c'est de sensibiliser aussi. On travaille avec les agriculteurs, on travaille avec des experts de l'environnement, avec un comité technique qui nous accompagne aussi pour créer des documents de gestion à destination des collectivités. On a des arrêtés préfectoraux qui sont pris pour, en tout cas, mettre en place une lutte ou en tout cas mettre en place une surveillance. Oui, alors justement, pour enchaîner, vous avez parlé du signalement.
On trouve un pied d'ambroisie, on ne vous le signale pas. On trouve un champ d'ambroisie, on dénonce l'agriculteur qui est en train de faire quelque chose. Comment ça se passe? Qu'est-ce que ça engage? Et puis, enfin, là, vous avez un peu répondu à la question de la suite de ce que vous faites, puisque vous travaillez avec l'agriculteur. Mais donc, l'intérêt est quand même de signaler. Oui, oui, oui. En fait, on a créé cette plateforme de signalement qui s'appelle donc Signalement Ambroisie. Tout le monde y a accès, hein, même les personnes lambda, on va dire, enfin le grand public. Et l'idée, c'est de signaler le maximum, même si c'est un seul plan, c'est le signaler pour que nous, ensuite, on puisse établir les cartes que je vous ai montrées, pour qu'on puisse prévenir les correspondants qu'on a en région et les référents territoriaux, pour qu'eux fassent de la surveillance, parce que s'il y a un plan, c'est peut-être qu'il y en aura d'autres qui vont se mettre à pousser. Et donc, ensuite, voilà, activer la lutte. C'est sûr qu'on ne va pas avoir la même lutte sur un bord de route avec 3 pieds, où là, l'arrachage manuel est plus simple, que sur une parcelle agricole de plusieurs hectares, où là, on va plutôt préconiser le déchômage croisé, pour vraiment être sûr de couper toutes les plantes et d'intervenir avant le stade de floraison et avant le stade de grainaison. Comment l'agriculteur le prend? Comment est-ce que l'agriculteur réagit quand on vient ils sont plutôt répondants, hein. Ils comprennent la problématique. Quand on va les voir, même c'est souvent eux qui viennent nous voir pour nous dire j'ai un problème, j'ai de l'ambroisie dans ma parcelle, qu'est-ce qu'on fait? Et donc on met en place tous les acteurs qui sont sur le territoire, on enclenche la dynamique et on voit si la parcelle est trop infestée. Souvent c'est destruction de la culture avant qu'il y ait pollinisation et avant qu'il y ait grainaison. D'autres questions dans la salle? Non, vous êtes tous un peu fatigués, j'imagine. Donc je vous remercie en tout cas de l'ensemble de cette question et je remercie les intervenants.